Bonjour, je vous remercie de votre présence. Ma thèse s'intitule L'analyse expérimentale et numérique du comportement de méthode en sollicitation ORAX. Le plan de mon exposé va s'intéresser essentiellement à la définition de l'essai de traction ORAX, présentation du comportement mécanique local, présentation du comportement mécanique local, une hyper-élasticité, modélisation, identification des paramètres de l'isotropie de matériaux, simulation numérique, et finalement conclusion et perspective. Tout d'abord, lors d'un essai de traction ORAX, c'est l'essai de sollicitation le long d'une direction autre que les deux directions d'orthotropie d'un matériau. Une éprouvette se forme comme suit. Il y a la présence de trois composantes de formation, une composante longitudinale, composante transversale et une composante cisaillement. Lors de la réalisation de cet essai, avec des morts fixes, des morts qui ne permettent pas la rotation matérielle du matériau, nous obtenons une déformation hétérogène sous forme S. Ce résultat a été prouvé depuis 1968 par Pagano et Hall ainsi que d'autres chercheurs. Et nous avons validé ces résultats avec une simulation numérique avec un modèle élastique orthotrope. Lors de l'essai réel de traction ORAX réalisé sur des étoffes textiles, des étoffes à épaisseur mince, nous trouvons avec des morts articulés permettant la rotation du matériau par rapport à la direction normale de l'éprouvette. Nous avons trouvé une zone relativement homogène au milieu de l'éprouvette avec présence de deux zones hétérogènes et deux zones fixées de part et d'autre au bord. Il y a citation de différents essais de traction ORAX pour le tissu textile présents dans la littérature avec différents morts, essentiellement avec des morts fixes. La nouveauté de notre travail, c'est la réalisation de cette traction ORAX en suivant le théorème de Pagano et Hall. Ce qu'on a réalisé en premier lieu, c'est une reconception des morts existants dans le laboratoire de métrologie textile, permettant à cette fin la liberté de rotation selon l'axe normal, une reconception et fabrication des morts, de nos morts, et ainsi l'utilisation de deux morts existants fixes et articulés qu'on a conçus pour la comparaison des résultats. Nos essais expérimentaux vont être réalisés sur 4 tissus, mais nous, ici je vais exposer seulement dans les 3 tissus, avec des éprouvettes de la force orientées par rapport à la direction chaîne et trappe d'un axe psi, avec présence d'une caméra localisée au centre des éprouvettes. Nous allons réaliser des essais selon 7 directions citées, avec des morts fixes, des morts articulés, et selon 4 directions chaîne et trame orientées de 15 et 45, avec des morts fixes anciens du labo de métrologie. Nous avons aussi conçu 3 tissus. Toile servie de 4 sapins turcs. Ces 3 tissus sont basés sur les 3 armures fondamentales du tissu. Une coupe longitudinale des tissus vous montre que la spécificité du tissu textile, le type de croisement des fils chaînes et trames constitue la structure du tissu, appelée aussi armure, et par la suite on va étudier l'influence de l'armure sur le comportement mécanique du tissu. Ces 3 tissus conçus au sein de laboratoire métrologie, admettant les mêmes propriétés fils chaîne, fils trame, la seule différence due à la structure, à l'armure du tissu, c'est la présence d'un embuvage sans chaîne relativement important pour le tissu toile, le tissu le plus robuste par rapport aux autres tissus, et l'embuvage et le retrait pour les autres tissus sont similaires, sachant qu'ils sont des tissus balancés, donc admettant les mêmes continuités et les mêmes propriétés les deux directions d'autotropie du matériau. Par la suite, ce qu'on va étudier, ce sont les deux comportements. Le comportement global du matériau, c'est le comportement de long différentes directions, et le comportement local, localisé par traitement d'image sur la zone centrale de l'éprouvette, qu'on va traiter par la suite.
Le comportement global va s'intéresser à l'anisotropie ainsi que l'influence des morts, la variation des forces et allongement à la rupture, l'évaluation de l'énergie de traction et l'indice de linéarité du dessus, et ainsi la détermination des pentes des cours contraints de déformation. Pour le comportement mécanique local, on va s'intéresser essentiellement à l'influence des morts, à la déformation longitudinale et transversale, les pentes des courbes de formation contraintes, déformation longitudinale et déformation transversale, déformation longitudinale, afin de déterminer les coefficients de rigidité et de matériaux. Nous remarquons en premier lieu que le comportement de tissu textile est anisotrophe, bien qu'il y a une similitude entre les deux directions parallèles de part et d'autre, essentiellement pour le tissu chargé de 4 et satin. Le comportement sans chaîne et sans chaîne orienté de 0 et sans strame orienté de 95 pour le tissu toile diffère. Il est plus non linéaire pour le tissu sans chaîne, dû essentiellement à la présence de l'embuvage important. Par la suite, nous avons comparé entre le comportement avec mort fixe et mort articulée. Nous avons trouvé que le comportement sans chaîne, trame et orienté de 45 sont similaires de formation longitudinale avec mort fixe et mort articulée pour les trois tissus. Par contre, la différence est visible lors de la sollicitation orientée pour la direction orientée de 15, dû au blocage des morts de l'orientation naturelle du matériau, donc une diminution de la composante en cisaillement lors de la déformation et la déformation non homogène du tissu. Par la suite, on va étudier l'analyse de la dispersion des essais selon la formule d'indice de répétitivité et l'indice de variation. Vous remarquez que, essentiellement, l'essai avec mort fixe et l'essai avec mort articulée, ça diffère visiblement. Nous avons remarqué aussi, lors du calcul de l'indice de répétitivité, pour les essais avec mort articulée et mort fixe, que les essais avec mort fixe pour le sens chaîne, trame et orienté de 45, c'est relativement plus répétitif avec mort fixe. Par contre, il y a une grande variation et une grande dispersion pour les essais orientés de 15. Par la suite, on va s'intéresser à la variation de la force de la rupture et l'allongement de rupture pour les trois tissus le long des différentes directions orientées pour les essais avec mort articulée. Nous remarquons que les forces de rupture sans chaîne est relativement importante pour le tissu toile, le tissu le plus dense et le plus robuste. Par contre, il y a une simulation de comportement le long des différentes directions pour les deux tissus chargés de 4 et satin turc. Ceci est dû à la structure spécifique de ces deux armures. Le satin turc, c'est comme si c'était un chargé de 4, mais avec deux fils, avec un décochement droit et deux fils avec un décochement gauche. Par la suite, on va déterminer l'énergie de traction ainsi que l'indice de linéarité des essais. Nous remarquons qu'il y a une forte énergie de traction pour le tissu toile, direction chaîne, le long de la direction la plus robuste direction chaîne. Par contre, la nécessité, afin de récupérer la non-linéarité de comportement lors de la direction orientée de 45 nécessite une énergie de traction relativement plus importante. Par contre, le long des directions orientées de 95, nous retrouvons minimum de l'énergie de traction pour les trois tissus. Par la suite, on va s'intéresser au comportement mécanique local des éprouvettes pour une zone localisée au centre. Nous avons pour chaque essai de traction, sachant que chaque essai de traction est répété 5 fois,
nous avons les zones centrales localisées, va être filmées au fur et à mesure de l'essai. On va extraire 25 images qu'on va traiter pour déterminer la déformation longitudinale définie comme suit et la déformation transversale. Afin par la suite de déterminer les courbes, force de déformation longitudinale et force de déformation transversale, et déterminer les zones linéaires des courbes pour l'identification des paramètres de rigidité du matériau. Tout d'abord, vous allez visualiser que l'influence des morts articulés est très importante lors des essais de traction en axe, essentiellement pour l'essai orienté de 15. Vous remarquez qu'il y a présence avec mort fixe, présence d'un pli au centre des éprouvettes, ainsi que la détérioration, distorsion de l'éprouvette et des grilles. Par contre, avec l'essai de traction avec des morts articulés, nous avons des formations relativement homogènes au centre des éprouvettes. Par la suite, nous avons étudié la variation entre le comportement de ces essais à différents niveaux des éprouvettes, avec mort articulée et mort fixe. Nous remarquons la même observation qu'on a trouvée tout à l'heure que pour les essais, pour la déformation longitudinale, l'essai central et orienté de 15. Les morts n'admettent pas une grande différence. Par contre, pour les directions orientées de 15, la déformation longitudinale est relativement dispersée. Et même pour une même éprouvette, il y a une variation énorme en déformation d'une position à une autre au sein de l'éprouvette. Par la suite, on va extraire les déformations transversales par méthode de traitement d'image par méthode d'écrit. Nous remarquons que même pour les essais orientés chaîne, tram, et 90-55 avec mort fixe et mort articulée, la déformation transversale, ça diffère lors d'un essai de traction. Il y a une compression au centre des éprouvettes. Les contraintes engendrées par les morts fixes fait qu'on minimise le composant de cisaillement, donc on minimise la compression de l'éprouvette, donc la déformation avec mort fixe est inférieure par rapport à celle avec mort articulée, plus de liberté. Cette observation, elle est plus ou moins variée pour les deux directions, pour les deux tissus. Par la suite, nous avons proposé un modèle hyperélastique orthotrope se basant sur la spécificité des tissus textiles, qui est la présence de deux directions privilégiées, chaîne et trame, supposées orthogonaux. Nous allons définir deux tenseurs matériels, M1 et M2, sachant que M1 c'est la direction chaîne, c'est le vecteur portant la direction chaîne, M2 le vecteur portant la direction trame. Nous avons proposé un modèle hyperélastique non dissipatif, admettant les trois invariants, et un, c'est la déformation, l'allongement le long de la direction chaîne, et deux, l'allongement selon la direction trame, et un, deux, c'est les cisaillements entre les deux fils. Ainsi que la loi de comportement va être écrite de la sorte. Par la suite, on va déterminer les résultats expérimentaux et pour contraintes en fonction de première composante de tenseur de Crine-Lagrange E1 et deuxième composante de Crine-Lagrange E2. En fonction des déformations longitudinales transversales déterminées par la suite, à partir de ces deux zones linéaires spécifiées par la suite, on va déterminer premièrement C2 psi, qui est le module d'élasticité du matériau, et nu de psi, qui est le coefficient de Poisson relatif au tissu textile. À l'aide des courbes expérimentaux et par la minimisation de l'erreur entre les résultats expérimentaux et la formule analytique,
nous avons déterminé les coefficients, les modules d'élasticité pour les 3 tissus, ainsi que la modélisation et le fitting des 3 modules d'élasticité analytiques. Nous avons remarqué qu'il y a une grande dispersion entre les valeurs orientées de 15, de 45 et de 75, due pour la direction 15 et suivante 15, c'est la présence d'un fil de part et d'autre du matériau qui engendre cette variation d'un essai à l'autre. De 45, dû essentiellement que pour l'essai global, il y a plus de déformation au centre que par rapport à la déformation globale du tissu. Bon, si vous savez, la définition de l'essai bien, c'est qu'essentiellement au bord, il n'y a pas une grande déformation. Par contre, la plus importante déformation est localisée au centre. Par la suite, on a déterminé le coefficient de Poisson pour le tissu textile. Vous remarquez que pour nos tissus, nous avons des coefficients de Poisson de 0,9, ce n'est pas une faute, étant donné qu'il y a présence de plusieurs matériaux composites admettant des coefficients de Poisson supérieurs à 0,5 et même des matériaux OTEX qui admettent des coefficients de Poisson négatifs. Donc c'est spécifique au tissu textile. Par contre, nous remarquons aussi la présence des 2 fils de part et d'autre. Ça va erroner aussi le calcul pour les 2 directions orientées de 15 et de 75. La modélisation, le fitting, la minimisation de l'erreur entre le calcul expérimental et le modèle analytique va nous donner les résultats analytiques déterminés par la suite pour l'identification du coefficient matériel de rigidité du matériau utilisé par la suite pour la simulation numérique. Passons par la suite à la simulation numérique. Nous avons simulé soit Abaqus implicite, sachant que soit Abaqus et AO, on peut spécifier la géométrie, les propriétés du matériau, essentiellement les coefficients de rigidité du matériau, le step, le force de déplacement, l'incrément de déformation, le type de maillage, conditions en ligne. Et nous avons rédigé une routine sous Fortran dans laquelle on a introduit notre loi de comportement, notre incrémentation de la contrainte et on a calculé un certain genre. Par la suite, combinaison entre les deux, on a lancé notre calcul sur Abaqus standard. Premièrement, on a la géométrie similaire à celle expérimentale, avec conditions les 2 points de référence, ça reflète les 2 bords de notre mort articulée, avec les conditions. Premièrement, on va seulement libérer la rotation par rapport à la direction normale, et pour la direction, on va imposer un déplacement et libérer la rotation en même temps. Par la suite, notre modèle proposé, c'est nous avons un matériau. Lors de traction hors axe, on va premièrement l'orienter d'un angle ψ0, qui varie de 0 jusqu'à 90 avec un incrément de 15. Il y a la déformation selon déplacement, par la suite la rotation. Et étant donné le tissu admis une épaisseur relativement faible, nous avons travaillé dans la base de Green-Abdi, utilisé le dérivé de Green-Abdi pour le tissu, pour les matériaux mèches. Par la suite, la présentation de notre UMAT, nous allons déterminer le tenseur de dilatation pur gauche et droite, l'inverse du tenseur de dilatation gauche. Par la suite, imposer la loi de comportement à l'aide du second tenseur depuis le Kirchhoff dans la configuration initiale, calcul de contrainte de Cauchy dans la base de Green-Abdi, calcul de dérivée de contrainte de Cauchy dans la base de Green-Abdi, calcul de tenseur de contrainte de la base de Green-Abdi, l'incrémentation de la contrainte et le rebouclage de notre UMAT. Les 2 formules de notre dérivée
de tenseur de contrainte dans le base kinétique ainsi que le tenseur tangent sont comme suit. Nous avons commencé tout d'abord avec une simulation pour un essai avec un seul élément orienté de 15. Il s'avère que nous avons les mêmes coefficients de matériaux de rigidité analytique et simulation et numérique. Et par la suite, nous avons simulé notre essai avec notre UMAT sous Abaqus Simplicity. Nous avons obtenu des résultats concluants. Comme conclusion, nous avons entamé une étude expérimentale importante du comportement mécanique lors d'un essai de traction RAX. Un modèle hyperélastique orthotrope spécifique au tissu simple et non dissipatif est proposé lors d'une analyse analytique et les déterminations de coefficients de rigidité. Nous avons visualisé que l'influence de l'armure structure du tissu sur le module d'élasticité du coefficient de Poisson est important. Nous avons simulé numériquement l'essai de traction en axe en grande déformation sur le Abaqus Simplicity. Et finalement, en perspective, la comparaison entre calcul élément fini implicite et celui explicite. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc on va passer à la discussion si vous avez des questions, surtout les jeunes, hein, moi je comprends rien. Vous avez aucune question, ceux qui travaillent un peu sur la même thématique? تحشموش نعم C'est le comportement mécanique. Ce sont des lois de comportement, c'est juste comme matériaux, qu'on veut utiliser. Nous, on va le supposer comme un matériau continu. On minimise l'effet des pores, donc on le prend comme un matériau continu, avec des propriétés spécifiques. Mais lorsqu'on extrait le coefficient du matériau, c'est un matériau quelconque. D'accord. Donc c'est un matériau quelconque. Là, ce que vous cherchez à faire, c'est de la traction d'une étoffe. Afin l'essai de traction. Déjà, c'est quoi une traction hors axe? L'essai de traction hors axe, c'est l'essai de traction le long d'une direction autre que les directions d'autotropie d'un matériau. Elle nous permet de déterminer le degré d'anisotropie d'un matériau. C'est un essai essentiellement utilisé pour les matériaux composites. D'accord. Et donc là, pourquoi vous n'utilisez pas les mêmes choses que ce qu'il y a en composite? C'est quoi la valeur? Il y a le même procédé, il existe en composite, c'est juste il y a 2 ou 3 types d'essais de traction en axe. Il y a ce qu'on appelle les éprouvettes pliées, ortho. Il y a un calcul spécifique en fonction de caractéristiques du matériau pour déterminer, pour la conception et la fabrication des morts, des morts obliques. Nous avons une structure souple. Nous avons déjà, lors de mon master, nous avons utilisé les morts déjà existants. Nous avons conçu un support permettant la rotation de ces morts, donc ça a amélioré. Donc la rotation, elle est effectuée perpendiculairement à la... Elle est effectuée dans le plan. Dans le plan, d'accord. Dans le plan du tissu, si je vois bien. Pourquoi voilà. vous n'utilisez pas les 3 directions, par exemple? Enfin, Voilà. C'est un essai de traction réalisé dans ma thèse, orienté de 60. Donc vous imposez l'orientation du plan? Non, j'ai vers l'orientation des morts. Lors de la sollicitation, elle va être imposée pour la contrainte elle-même. D'accord. Et pourquoi vous utilisez que cette rotation-là? Pour homogénéiser l'essai. On a déjà fait une gamme expérimentale pour voir quels sont les procédés à faire pour avoir un essai relativement homogène. On a fait plusieurs essais avec plusieurs dispositifs. On a trouvé que c'est la méthode la plus adéquate et aussi, depuis 1968,
Pagano et Hall, San Hall depuis 73, ont vérifié théoriquement et expérimentalement pour les matériaux composites que la libération de la rotation selon l'axe normal à l'éprouvé va améliorer l'essai de traction. Et afin de déterminer les caractéristiques d'un matériau, il faut au moins avoir un essai relativement homogène, au moins dans une zone. On ne peut pas déterminer les caractéristiques d'un matériau avec un essai hétérogène. Ça va fausser les résultats. Oui. Les modèles développés, elles peuvent prédire les niveaux de contact indépendamment des trajets de chargement? Non, elle est en fonction. Le modèle proposé, nous avons un matériau anisotrophe, il est en fonction, la contrainte elle est en fonction de l'orientation du matériau. Mais les modèles développés, Oui. elle est spécifique pour un tel... Le modèle développé il est spécifique pour n'importe quel essai de traction. Étant donné que vous avez les caractéristiques, les coefficients de rigidité matérielle, n'importe quel matériau autre que dessus, vous les mettez en abacus CAO, vous imposez votre degré d'orientation dessus, de matériau, vous lancez le calcul. Il est valable pour n'importe quel matériau. Quel type de trajet de déchargement? C'est-à-dire, c'est pas je sollicite selon les axes. C'est-à-dire, en tout, si j'oriente l'axe de... En tout temps, puis abacus, il y a une option orientation. Donc, nous faisons traction hors axe uniaxial. Les trajets de chargement, c'est-à-dire direction de sollicitation. Oui, pour n'importe quelle direction de sollicitation, mais uniaxiale, non pas biaxiale. Parce qu'il y a dans la littérature plusieurs essais de traction hors axe, mais multi-axial, je l'ai déjà exposé. Oui. Vous avez utilisé 3 types de questions. J'ai utilisé 4 types de tissus. Pourquoi ces 4 types et quelle est la différence entre eux? Pourquoi c'est principalement bon, ça? Premièrement, le premier tissu, c'est le premier tissu avec lequel on a fait des essais. Donc, ça a été procuré à partir de CITEX. Par la suite, nous avons voulu comparer une caractéristique spécifique au tissu qui est l'influence de la structure du tissu. Nous avons conçu 3 tissus au sein du laboratoire de tissage, admettant les mêmes propriétés fil et chaîne et en variant seulement l'armure. Donc pour voir l'influence de l'armure. Étant donné pour le tissu textile, les armures fondamentales admettent une grande importance en ce qui concerne le comportement mécanique sur le drapé, sur la modélisation. Donc nous avons conçu ces 3 tissus et chaque tissu est spécifique à une armure fondamentale. Oui. Bon, si on regarde un tissu de base, donc en fonction de la structure de ce maille, ces trames, si oui. vous avez passé plusieurs conceptions, je pense à la taille d'une maille élémentaire, que ce soit fin, soit grossier, soit moyen, un pour la taille, et deux, le frottement entre les fibres. Lors de notre modélisation, nous avons pris en compte le cisaillement. Ce que j'ai pris, le cisaillement, c'est l'angle entre les 2 fils lors de la sollicitation. Par contre, notre étude, elle était aussi macro, c'est pas meso. On ne va pas s'intéresser à une base cellulaire d'une armure, donc on va négliger tout ce qui est port. Tout ce qui est port, c'est l'espace entre les 2 fils, ainsi que la dimension des fils. On va le prendre comme un bloc, une structure unie, et on va s'intéresser seulement à son comportement macroscopique. Il y a un autre phénomène macroscopique, par l'expérience, c'est que si les extrémités ont été, par exemple, il y a une couture sur cette zone où il n'y a pas, le comportement visuel change. Couture. Et une couture, si on fixe les extrémités, c'est-à-dire qu'il y a une fixation entre les fils. Oui, je l'ai cité ici. J'ai dit que de voir de part et d'autre
nos morts, il y a présence d'une déformation hétérogène due à la fixation des extrémités des éprouvettes avec les morts. Nous, par la suite, afin de déterminer essentiellement le coefficient du poisson, on va s'intéresser à la zone centrale, zone homogène de l'essai. Oui, je pense à quoi? Je pense au renforcement des effets de frottement et même d'un effet peut-être de flexion locale des fibres lorsqu'on a, en fonction des conditions limites, peu importe s'ils sont appliqués par une couture ou par les morts, mais il me semble que ces effets de bord locaux pourraient conditionner les résultats du comportement. Bien sûr, ils ont, je l'ai déjà cité lors de mon exposé, il y a une grande variation lors de deux directions 15 et 75 due à la présence déjà des fils de part et d'autre, donc soit la détérioration, l'endommagement que subissent ces fils reliés, soit la coupure de ces fils va engendrer une variation importante à nos résultats. Et une dernière remarque, si on fera usage des nouvelles acquisitions du labo, telles que le caméra qui suit, les machines, etc., on pourrait suivre les fils s'il y a un glissement, une rupture locale, etc. Est-ce que vous pensez faire... Malheureusement, la caméra a été livrée après que j'ai terminé ma base expérimentale. On a lancé, depuis mon master, on en a lancé 16 commandes, mais elle n'était fournie au labo qu'après que j'ai fini mes bases expérimentales. Oui, mais toi, tu as fini, tu pourras léguer à d'autres gens pour il y a plusieurs axes de recherche. Pour assurer la... Il y a plusieurs axes de recherche qui peuvent être utilisés dont la caméra sera très bénéfique. Étant donné la méthode de détermination de déformation par la méthode d'écrit, elle est fatigante, elle prend trop de temps. C'est le travail d'un technicien, c'est pas le travail d'un ingénieur de passer tout le temps à déléguer point par point pour déterminer la déformation. Oui. Donc vous avez mis comme perspective la comparaison entre le travail, ce que vous avez fait, et avec un autre modèle explicite. Explicite, oui. Nous avons le code de Madame Samia Zridi qui a été conçu à l'INSA juste pour l'essai de CBI. Le code, il est prêt. Non, ça nécessite plusieurs modifications étant donné que Madame Samia a fait CBS déjà avec des éléments orientés, donc tout ce que j'ai cité auparavant pour notre modèle. Voilà. Ce qui est orientation de zéro, elle est négligée. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est premièrement, c'est l'orientation dans la configuration initiale, une petite modification de son code, ainsi le relancement de calcul. Pour faire une comparaison à 2-3 directions entre le calcul implicite et le calcul explicite. Est-ce que vous pouvez prévoir c'est-à-dire le résultat entre les deux cas? Bon, jusqu'à maintenant, contrairement au préjugé que le calcul explicite, ça prend moins de temps, il prend plus de temps que celui implicite, je ne sais pas pourquoi. Et bon, la forme de la déformation, elle est relativement la même, mais quand le calcul fini, je n'ai pas continué tout le calcul. Je me suis intéressée à finaliser ma thèse pour la déposer. Donc normalement, quelle que soit la méthode, donc, on va avoir le même résultat, juste au niveau de temps de calcul, peut-être. Peut-être le temps de calcul et peut-être les résultats. Étant donné les préjugés, ça dit qu'un calcul explicite, ça vous donne un résultat, mais sans que pour autant... Grossier. Voilà, grossier, sans que pour autant ce soit plus proche de la réalité. L'implicite, ça prend trop de temps pour le calcul. Étant donné que vous donnez plus de précision, ça prend de temps, mais ça donne plus quelque chose de réel. Lors de la validation de notre modèle, on a retrouvé nos coefficients de matériaux, on a retrouvé notre recherche. Validation par le modèle expérimental. Mon modèle expérimental. Validation par les résultats par le modèle numérique. Oui. Des confrontations par des essais. Oui. Donc, mais bon, ça prend trop de temps. Je ne vais pas exposer toute la thèse. Je crois prochainement pour aller
Il n'y a pas de temps pour exposer tout le résultat, même pas en ce qui concerne la partie expérimentale. الماتريس دي ريجيديتي الكومبوزونت نتاع الماتريس دي ريجيديتي pour faire tourner le modèle. Oui. معناها dépend des directions choisies. في الماتريس دي ريجيديتي. Non, la matrice de rigidité ne dépend pas. Les composantes de matrice de rigidité, ça ne dépend pas du matériau. Ça ne dépend pas de la direction. Non, الكومبوزونت نتاع الماتريس دي ريجيديتي par des essais aller La détermination, il veut dire. L'identification de matrice de rigidité, d'anisotropie, ça ne dépend pas de la direction, ça dépend du matériau. Il y a une formulation entre le C et mais ça ne dépend, ça dépend pas de la direction. Si je le montre exposé. Mon encadreur m'a dit de ne pas trop mettre, mais je crois que j'ai pas trop, j'ai peu mis. Voilà. Les composantes ce sont C1, C2, C1, 2, C3. Ce sont les coefficients de rigidité. Et ils ne dépendent pas de la sollicitation. Leur identification ne dépend pas de la sollicitation. Donc ce sont des valeurs indépendantes. La seule contrainte qu'on doit y avoir des valeurs propres, positives, lors de cette matrice, c'est seulement. Pas été satisfait par la réponse. Nous avons le coefficient de... Une matrice de rigidité générale pour un matériau orthotrope, elle est pleine. Non, orthotrope, elle n'est pas pleine. Nous avons des sollicitations pleines. L'identification des paramètres, sigma égale à k fois epsilon. Contrainte égale à k fois epsilon. Pour l'identifier, il faut faire des simulations pour des essais. Des essais de caractérisation, vous voulez dire. Oui. Nous avons nos formules analytiques, nous avons des essais expérimentaux. Pour l'identifier, ce qu'on va faire, c'est minimiser de l'erreur entre les valeurs expérimentaux et les valeurs analytiques par la méthode de moins d'un carré. Donc, vous savez que la formule elle est en fonction de psi, l'orientation selon la direction de sollicitation. Par contre, l'identification, en aucun cas, elle sera en fonction de psi. L'écriture matricielle, ça diffère de l'écriture tensorielle. C'est l'écriture matricielle en fonction de psi, c'est transféré d'une base à une autre. Par contre, l'écriture tensorielle, en aucun cas, psi n'intervient. La loi du comportement. Deux directions, il faut identifier les deux directions d'entropie. Une matrice, je vais vous expliquer. Une matrice, mes composants, C11, C1, CD2, CD2, C12, C3. Donc en aucun cas, la direction de sollicitation n'intervient. في الماتريس دي ريجيديتي في الموديل من بعد باش تعمل ديزورينتاسيون باش تبدل لورينتاسيون بور ديتيرميني ليتا دي كونترانت في الديريكسيون مثلا 15 ديجري ولا في الماتريس دي ريجيديتي لازم تطلع الكومبوزونت تاع الماتريس دي ريجيديتي في لي دو اكس دورتروبي ولا. Oui monsieur, les composantes de la matrice de rigidité sont C1, C2, C1, et C3. Mais ça n'intervient pas en fonction de la sollicitation. Si ça intervient lors de la propagation du tenseur dans une boîte bien déterminée.
Oui, mais pour trouver ces coefficients, comment vous avez fait pour les caractériser, pour trouver la caractéristique du matériau, du tissu que Voilà. vous utilisez? Je n'ai pas écrit. Enfin, est-ce qu'un seul essai de traction suffit pour trouver tous les paramètres? Les 7 directions. Voilà. Et l'écran S, c'est la contrainte. Selon la première contrainte, traction, donc une seule contrainte. S11, de second tenseur depuis la Kirchhoff. Le E11, c'est le premier composant. À partir, nous avons la relation entre C, le haut module d'élasticité, ou le E11, la déformation principale. Par la suite, pour les différents essais orientés, nous avons ces formules-là. Je crois que c'est clair que psi n'intervient pas dans les coefficients C11, le coefficient de rigidité de matériaux, les CI. Ça, c'est la formule analytique qui nous, lors de l'identification, c'est avoir les données par rapport à ces formules analytiques le plus proche de l'expérimental. Donc psi, elle diffère. Donc, pour concilier les deux points de vue, je dirais que les lois de comportement, d'une façon générale, et je ne connais pas d'exception, c'est une écriture objective. C'est-à-dire, une fois c'est déterminé la base de projection, pour le tenseur de déformation, elle sera la même pour le tenseur des contraintes. Peu importe la loi qui va relier les deux donc grandeur tensorielle, tenseur des contraintes et tenseur de déformation, et peu importe l'écriture de déformation, le modèle, la mesure. Donc, en fait, l'objectivité d'une loi, c'est qu'elle ne dépend pas du repère de projection. Donc, elle fait les essais suivant des directions bien déterminées. Si elle trouve les contraintes, qu'elle mesure les déformations, les angles d'orientation ne doivent jamais figurer dans l'écriture finale. Exactement. C'est pendant une projection que ça figure. Voilà. J'ai choisi de projeter sur cette base, alors mes composantes, et ce C'est sera ce la que j'ai matrice écrite dans la base locale du repère. L'écriture tensorielle, ça n'intervient pas en fonction Voilà. de l'orientation, On mais n'a jamais la vu. projection selon une matrice, selon une base par rapport à propagation par rapport à une autre base, c'est là où intervient T0. même si c'est un isotrope, Oui, ça ne dépend pas de l'isotropie du matériau. c'est donc les valeurs propres qui vont qui seront écrites, c'est-à-dire la loi est purement tensorielle. Au lieu d'avoir, par exemple, un milieu isotrope, l'écriture, quand on tourne vers les trois directions des trois axes, elle est invariante. Donc, par contre, si c'est isotrope, elle varie en fonction des directions. C'est-à-dire, entre une direction et une direction propre, on voit une certaine projection. Si on va vers une autre, il y aurait une autre. Une autre écriture. Bon, on va s'arrêter ici, on est 14 heures, donc si vous voulez continuer la discussion, vous pouvez la faire après. C'est ce qu'on appelle l'objectivité. Ils peuvent rester ici pour faire